bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus pour cette conférence sur la conjoncture et perspective du transport routier version chargeur, donc qui fait suite à un sondage qui a été, une enquête qui a été menée par PwC auprès d'un échantillon de chargeurs. Et Alexandre Villet nous en parlera plus précisément. Alors pour cette conférence très speed, parce que nous avons 45 minutes à la fois pour présenter le baromètre et pour échanger avec vous sur quelques questions. Donc, seront avec nous donc Valérie Cornet. Je laisse te présenter. Bonjour à tous, je suis déléguée au transport terrestre à la UTF, donc je m'occupe de toute la sphère transport routier, ferroviaire et fluvial. Toujours à la UTF, donc Denis Devert, président de la commission route de la UTF. Oui, bonjour. Bonjour. Et donc qui est également responsable d'achat chez Essity. Et donc Alexandre Viellet, donc de PwC. Oui, bonjour à tous. Moi, je suis directeur dans les opérations supply chain chez PwC. Voilà. Donc moi, je suis Jean-Paul Murodin, trop nombreuses années dans le monde du transport. Et donc chargé d'enseignement dans les universités de Paris 1 et Dauphine. Voilà. On va démarrer rapidement. Alexandre, peut-être nous présenter rapidement un petit peu la méthodologie de cette enquête? Oui, alors c'est une enquête qui a été menée avec l'UTF et PwC entre Noël et février. 135 entreprises ont participé à l'enquête. Vous voyez à peu près la répartition sur les grands métiers, la distribution, l'industrie, BTP, agroalimentaire, PGC, chimie, pharma, etc. Vous voyez également la répartition en termes de taille de dépenses transport. À peu près 35% des répondants ont une dépense de plus de 50 millions d'euros annuels en transport routier. Vous voyez 40% entre 10 et 50 millions et le reste à moins de 10 millions. On a posé une cinquantaine de questions, donc on remercie beaucoup toutes les entreprises qui ont pris le temps d'y répondre. Aujourd'hui, c'est une synthèse qu'on vous propose avec le peu de temps qu'on a. Mais sachez qu'il y a un rapport complet en cours d'élaboration qui sera disponible à la diffusion deuxième quinzaine d'avril. Voilà, donc cette présentation est décomposée en plusieurs parties. Donc nous allons démarrer. Alors, il y a une première partie relative à l'équilibre offre-demande, la fameuse capacité sous-capacité sur le secteur du transport routier. Donc concernant la partie volume transporté, Valérie. Et pour les volumes transportés, alors ce qu'on sait c'est que pour 2024 c'était vraiment une année compliquée pour les chargeurs. Vous voyez là sur la slide quasiment 70% ont indiqué voir une baisse de stagnation de leur volume, ce qui concrètement est pire que l'année 2023. Alors, on voit ces volumes s'affaiblir d'année en année depuis 2022 et bon, c'est vrai qu'en 2024 les chargeurs dans le baromètre de l'an dernier espéraient un léger rebond mais qui ne s'est pas produit. On est encore descendu en deçà de 2023 avec certains contrastes. Certains secteurs d'activité comme le BTP, il y a seulement 15% par exemple d'acteurs du BTP qui ont signalé être en croissance. D'autres secteurs comme les marchandises générales sont plus transport sous température dirigée, les produits agroalimentaires sont plus en meilleure croissance. Pour 2025, les prévisions sont assez prudentes, légère amélioration, mais pour le temps, je pense que ça va stagner. Denis, chez Essity, alors peut-être parler d'Essity, la solution un petit peu comment vous avez ressenti cet effet volume? Essity, c'est un groupe suédois, c'est une multinationale qui figure parmi les leaders de l'hygiène mondiale avec des marques Lotus, Nana, Pena, de make-up. Donc on est clairement dans les produits de première nécessité. Donc on n'a pas tellement senti, comme beaucoup d'acteurs de la PwC, de baisse de volume, plutôt une baisse de chiffre d'affaires, puisqu'on a vu un transfert du fait de la baisse du pouvoir d'achat vers des produits moins chers, premier prix, voire un distributeur. Donc volumétrie, non, plutôt stable, malgré le contexte. Et en revanche, une baisse de chiffre d'affaires liée au transfert des produits moins forte valeur. Ok, alors partie donc une demande de transport qui a plutôt tendance donc à se casser. Alors face à une offre de transport qui normalement reste stable, est-ce que ça s'est traduit au niveau des capacités ou la vision en tout cas pour les donneurs d'ordre et les chargeurs sur la capacité, Alexandre? Oui, alors évidemment, compte tenu des volumes assez faibles, les capacités sont relativement peu tendues, c'est ce que vous voyez en rose sur la barre du haut.
à peu près 20% des chargeurs ont eu des problèmes de capacité de transport. Ce qui est quand même intéressant cette année à noter, c'est que cette part de chargeurs qui ont eu des difficultés à trouver des camions, elle a pas mal augmenté par rapport à 2023. Et ça, c'est un phénomène qui devrait inciter à la vigilance, parce que ça veut dire qu'en parallèle de la contraction de la demande de transport par les chargeurs, il y a aussi un phénomène de contraction de l'offre. Les transporteurs, ils sont soumis à beaucoup d'incertitudes, des difficultés à investir, des difficultés de recrutement. Et voilà, ils ont un petit peu réduit la volume. Néanmoins, ça c'est une photo qui est vraiment globale, générale. Ce qu'il faut aussi retenir, c'est que par exemple sur un métier comme la température dirigée, les difficultés de capacité sont le double. C'est à peu près 40% des chargeurs qui ont manqué de camions. À l'inverse, sur le métier du vrac, la situation est totalement surcapacitaire. Il y a plus de camions disponibles que de demandes. Le reste qu'on peut dire sur la capacité. Alors Denis, je crois que vous avez une vision de cette surcapacité qui est fluctuante dans le temps, dans l'espace. Oui, c'est très contrasté en fonction des périodes, en fonction des lignes. Pour nous, le quatrième trimestre, le premier trimestre, c'est des périodes plutôt calmes. Et printemps-été, c'est des périodes plutôt chaudes avec un regain d'activité, donc une tension sur les volumes. Donc déjà, on voit ce contraste où les manques de capacité sont plutôt périodiques et centrés sur les trimestres que je viens de citer. Puis après, il y a des périodes qui sont autour de nos fériés, sur le Nouvel An, Pâques, les ponts du mois de mai, c'est toujours des périodes de tension. Donc c'est vrai que quel que soit le marché, on le sent. Et même sur un marché calme comme celui qu'on a actuellement, qui est vraiment très automne, on a un effet aussi de la contraction de la capacité de transport qu'on perçoit nettement, puisqu'on a des tensions qui sont fortes. On a été calme jusqu'à présent, on arrive début avril, et on sait que ça va être compliqué pour les mois qui viennent. Donc on parle, c'est le cas de faire aujourd'hui, du poison d'avril en même temps. Voilà. Deuxième partie de ce sondage, de cette enquête, sur la partie qualité de service. Alors on pouvait penser que la tension un peu moindre sur la capacité, même s'il y a quelques aléas dans l'année, aurait pu générer quand même une amélioration de la qualité, une détente en tout cas au niveau des flux et donc une amélioration de la qualité de service. Bon, la vision des chargeurs est malheureusement un peu plus contrastée. Alors, la première chose qu'on a regardé concernant la qualité, c'est l'OTIF. Donc l'OTIF, pas mal d'entre vous connaissent, je pense, c'est l'on time in full. C'est un indicateur qui est très courant dans les entreprises pour mesurer le service de leurs prestations à eux envers leurs clients. Donc on voit plusieurs choses quand on regarde cette OTIF. Vous voyez, c'est toujours comparatif par rapport aux années précédentes. D'abord, pour ce qui concerne le lot complet partiel effectué par des transporteurs en moyen propre, donc le bloc du bas, vous voyez que ça s'améliore chaque année, cette année encore, en 2024 en tout cas. C'est plus de 80% des chargeurs qui s'estiment satisfaits de l'OTIF sur ce type de flux. Donc là tout va bien, c'est un peu en retrait sur le lot commissionnaire. C'est traditionnellement un peu le cas parce qu'il y a la sous-traitance qui rajoute une difficulté, plus de difficultés à maintenir les délais et à maîtriser les opérations. Avec un petit recul cette année par rapport à l'an dernier. Même chose sur le groupage de la messagerie. Et puis la bonne surprise, c'est le colis. Un colis qui depuis plusieurs années aussi fait de mieux en mieux en termes de TIF. Voilà, c'est un vrai signal positif de fiabilisation des réseaux, des outils de production chez les gros acteurs du colis. Et monsieur, on verra tout à l'heure un investissement important en matière de communication, de traçabilité, peut-être améliorer. Alors la qualité de service au sens large sur plusieurs items. Là encore, des bonnes surprises et des moins bonnes surprises. Oui, tout à fait. En introduction, juste une précision. Donc cette année, on a, dans le cadre d'un partenariat avec l'Université Gustave Eiffel, qui pilote un observatoire national de la logistique pour le compte du ministère des Transports, on a exploré un peu les différents facteurs qui créent la perception de la qualité de service. Donc on a introduit dans ces baromètres 10 nouvelles questions. On a reproduit ça sur les baromètres des autres modes également, donc ça nous permet de faire quelques comparaisons. Alors, ce qu'on voit là sur le transport routier, effectivement, c'est que le constat est mitigé. Globalement, l'appréciation de la qualité du transport routier et de service est finalement assez moyenne sur l'ensemble des critères.
ce qui traduit sans doute des attentes très élevées des chargeurs. Et comme le mentionnait Mourad tout à l'heure, sans doute des attentes très élevées des clients des chargeurs également. Donc c'est vraiment au cœur des préoccupations. Alors, parmi les critères les mieux notés, on voit la qualité de la relation client, dans une moindre mesure la capacité à tenir les délais dans le temps, et puis la réactivité du transport routier, la façon de gérer les aléas. En revanche, on voit que les chargeurs sont un peu plus sévères sur à la fois la traçabilité et surtout la capacité à gérer les litiges. Ok. Denis, vous ressentez vous aussi avec vos transporteurs à peu près ce même type de panorama? Parfois, c'est vrai que le critère qui vient d'être cité sur le suivi, réclamation, c'est la circulation d'informations, et ça fait partie des critères importants sur lesquels on insiste de plus en plus. Mais la qualité de service, enfin, pour résumer, elle ne dépend pas uniquement du fait d'avoir un camion, un conducteur disponible. Ça dépend également aussi de la structure qui peut y avoir chez le transporteur avec son back-office. On a souvent constaté que quand on avait des gaps dans le taux de service, c'est parce que dans les bureaux, il pouvait manquer un exploitant, il pouvait manquer un affréteur, et on n'a pas de plus en plus d'importance, dans le cas des appels d'offres qu'on réalise, à approfondir notre connaissance, pas uniquement du parc, du nombre de conducteurs, du nombre de véhicules, mais aussi de la structure, l'organisation et la informatique qu'il y a derrière aussi, pour s'assurer que tous ces éléments-là sont bien structurés, sont suffisamment dimensionnés pour pouvoir compenser éventuellement l'absence d'une personne malade, parce qu'en général, si ce n'est pas bien orchestré, la qualité de service se ressent immédiatement. Tourner le camion ou pas. Et ça, c'est une bonne remarque. On a souvent parlé de la pénurie de conducteurs, mais il y a effectivement une grosse difficulté de pénurie de middle management sur les transporteurs au niveau de la partie exploitation qui peut effectivement par moment expliquer un certain nombre en tout cas au milieu de la gestion des suivis des litiges et d'augmenter l'information à faire auprès des donneurs. Alors, troisième item, parce que qui est un item évidemment que tout le monde attend avec impatience, qui est l'item évidemment sur les prix et sur la manière dont les chargeurs envisagent effectivement la partie tarifaire globale là-dessus. Alors Alexandre, premier item évidemment le plus important sur les perspectives d'évolution tarifaire des chargeurs pour 2025. Alors, les prix de transport, effectivement c'est la grande question. Il n'y a pas énormément de surprises, la tendance est à la baisse. Alors peut-être juste pour remettre en perspective, en 2023, à la sortie de 2 années de belle revalorisation pour le transport routier, vous voyez 4,4% puis 3,4%. On avait demandé aux chargeurs combien ils pensaient accorder en 2024. Ils nous avaient répondu, en moyenne, toutes activités confondues, 3%. Dans la réalité constatée à la fin de l'année 2024, c'est plutôt que les revalos ont été de 1,6% en moyenne. Donc c'est la moitié. C'est assez loin évidemment de ce que les transporteurs attendaient. C'est assez loin aussi des évaluations du CNR sur les chiffres de l'inflation. On parlait plutôt de 5-6%. Oui, on a entre 4 et 6%. Voilà. Et les annonces pour 2025 sont également entre 4 et 6% en fonction des décrets liés à la loi de finances. Donc c'est évidemment pas une très très bonne nouvelle pour les transporteurs. Et puis pour 2025, vous voyez la prévision, elle ne dépassera pas la barre de 2% a priori. En tout cas, c'est ce que aujourd'hui les chargeurs anticipent comme revalorisation, 1,9% exactement en moyenne. Oui, donc il faudra attendre la fin de l'année pour voir la barre bleue. Exactement, ce sera quand même l'effet de surcapacité probablement dessus. Alors Denis, la question compliquée, pourquoi ces demandes aussi faibles alors que vous, comme on l'a dit, vous avez les transporteurs, donc on sait aujourd'hui que les coûts de structure sont en hausse au-delà de l'inflation. Il y a des effets d'aubaine, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc on va essayer de se focaliser sur les flux domestiques parce qu'à l'international c'est beaucoup plus spéculatif, fonctionne l'offre et la demande. On a tendance à dire, enfin en tout cas c'est ce qu'on constate au sein de la UTF avec nos chargeurs, on a tendance à suivre les transporteurs, et on l'a vu dans les années d'inflation, c'est une période compliquée parce qu'il a fallu s'habituer pendant 2 ans à suivre l'inflation et à négocier des taux qui étaient effectivement autour de 6% et autres. Et la pilule était complexe
aussi bien pour les transporteurs qui devaient passer des hausses auxquelles on était peu habitués, que pour les chargeurs, parce que eux aussi subissaient parallèlement des contraintes sur leur budget, sur leur PNL qui étaient lourdes. Néanmoins, je pense que dans les chiffres des dernières années, on a accompagné. Voilà, 2024, le chiffre paraît bas, c'est vrai. Mais globalement, je pense qu'il faut dissocier les prix contractualisés des prix spot. Parce qu'il y a malgré tout eu des tensions sur le marché du transport en 2024. Et ce qu'on a vu, les graphiques le reflètent, c'est que les prix du spot sont envolés à certaines périodes de l'année, ce qui est le reflet d'un manque de capacité sur les bases contractualisées. Donc ça dit bien que pour un chargeur, s'il veut trouver la capacité, il a intérêt à ce que les transporteurs vivent bien, marchent suffisamment, sinon on ne trouve pas les camions, c'est si simple que ça. Donc et puis on verra bien ce qui se passe au trimestre prochain, on y arrive. Voilà. Donc dissocier, prix contractualisés des prix spot, parce que les tendances ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, par rapport à la compétitivité du transport routier, là c'est une question, je crois que ça a été posé dans le cadre du partenariat avec l'université, donc pour voir un peu comment se comporte le transport routier par rapport justement aux autres modes en termes de compétitivité prix. Valérie? Oui, c'est ça, donc là aussi des résultats assez contrastés, hein, parce que vous voyez qu'en gros on a un peu plus de la moitié des répondants qui ont dit que la compétitivité par rapport aux autres modes était excellente, très bonne, bonne. Ce qui est quand même bien contrasté. Ce que ça nous a inspiré comme interprétation, c'est que d'une part, on sait que dans la conjoncture économique actuelle, la question de l'optimisation des coûts est au cœur des préoccupations des chargeurs, au même titre que la qualité de service. Et que donc, voilà, il est possible qu'un certain nombre de répondants aient répondu compétitivité dans l'absolu par rapport à la problématique à long terme, plutôt que réellement en comparaison avec d'autres modes de transport. Néanmoins, on sait que les modes massifiés, quand ils sont sur des flux pertinents, industrialisés, gros volumes, etc., ça va être compétitif aussi en termes de coût. On parle de transport ferroviaire conventionnel ou en combiné. Donc ça peut être aussi une partie de la réponse. Là aussi, les réponses sont contrastées selon les secteurs d'activité, puisque les acteurs des marchandises générales ou l'agroalimentaire considère que le routier tire mieux son épingle du jeu que les secteurs qui sont plutôt en rouge. Parfait. Alors, partie achat, analyse, une fois que les prix sont analysés, quel est un petit peu le comportement d'achat cette fois-ci des chats? Ce comportement a-t-il évolué au cours de l'année dernière et quelles sont les perspectives pour 2025? Alors premier slide évidemment sur la façon dont les chargeurs perçoivent les difficultés financières des transporteurs, c'est un peu la suite de ce qu'on a dit tout à l'heure. Donc là je crois qu'il y a plutôt quand même une assez bonne compréhension du secteur. Oui, en effet, ouais. Alors aussi là, on mène en parallèle de cette enquête chargeur, on mène chaque année une enquête auprès des transporteurs. En fin 2024, les transporteurs nous ont dit qu'ils seraient à peu près 70% à atteindre leurs objectifs de rentabilité. Donc effectivement, c'est un petit peu ce qu'on voit là. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres des défaillances dans le transport routier, en plus 30% en 2024. Alors, ce qu'on montre là, c'est la perception par les chargeurs de cette situation financière. Donc, en rose, encore assez faible, mais qui augmente, c'est la part des chargeurs qui jugent que la santé financière d'un transporteur est mauvaise ou très mauvaise. Et par contre, en bleu foncé, violet à droite, c'est la part des chargeurs qui jugent la situation financière d'un transporteur bonne ou très bonne. Et cette part-là, elle recule franchement. Et c'est là qu'on voit qu'il y a une vraie prise de conscience de difficultés dans un écosystème où finalement tout le monde est interdépendant, donc personne ne peut s'en réjouir. Denis, on l'a vu, le contexte fait que les propositions des chargeurs sont très nettement inférieures aux revalorisations demandées par les transporteurs. Vous avez conscience des difficultés financières et est-ce que finalement c'est un peu paradoxal parce que finalement la situation risque de s'aggraver encore l'année prochaine? Je pense que
malgré les chiffres, les chargeurs accompagnent leurs transporteurs. Il y a plein de manières de le faire. Il y a le tarif, bien sûr, et en général, on n'est pas présent, ne serait-ce que parce que, en tout cas dans notre secteur, si on ne livre pas correctement nos clients, les coûts, les pénalités sont même plus élevés que tout ce qu'on aura pu économiser ou chercher à économiser sur le tarif transport. Donc on doit essayer de parfaire cette équation entre le taux de service et la rentabilité, parce que l'absence de service coûte cher, voire bien plus cher que ce qu'on peut gratter sur un tarif. Après, on est vraiment plus nous dans le partenariat avec nos transporteurs et dans le fait de construire avec eux des solutions qui leur permettent de mieux rentabiliser indépendamment du tarif. Le truc tout bête, c'est de faire en sorte qu'il n'y ait pas de temps d'attente, qu'il n'y ait pas de transport loupé, parce que derrière on sait que sur un loupé, c'est toute la rentabilité d'un véhicule sur le mois qui est compromise. Donc voilà, il y a énormément de choses à faire pour la mécanique, la gestion des processus et l'intégration entre fournisseurs et clients qui peut faire en sorte qu'un transporteur dégage, indépendamment du tarif, une rentabilité au moins. Sur ce qui doit être perdu aussi, capacité à coupler l'avant-l'aval, enfin il y a pas mal de solutions. Alors, situation après, deuxième élément, évidemment, on a ressenti une légère, enfin on a réellement aujourd'hui une surcapacité de transport, donc ça on pourrait supposer effectivement que derrière les chargeurs sont amenés à faire évoluer le panel de leurs transporteurs. Valérie, je vous laisse commenter cette question. Oui, ce qu'on voit, c'est, je me répète, mais encore une situation contrastée. Il y a eu beaucoup plus de mouvements dans les panels transporteurs en résumé que l'année dernière, en 2023, avec presque 2/3 des chargeurs qui ont fait évoluer leur transporteur soit à la hausse, soit à la baisse. Alors, globalement, un petit peu plus à la baisse, vous voyez 31% pour 27% de chargeurs qui ont augmenté le nombre de transporteurs qui faisaient appel. Donc, sur la tendance générale, on sait que les volumes ne sont pas là. Il est certain que certains chargeurs ont sans doute moins besoin d'avoir recours à des transporteurs occasionnels, les besoins spot sont moins nombreux. Par ailleurs, on l'a vu, il y a peut-être certains petits acteurs fragiles qui ont pu disparaître. Alors, on sait que sur le marché du transport, il y a aussi beaucoup d'acteurs qui se créent chaque année. On n'a pas de chiffres là, mais voilà, c'est un marché toujours en mouvement. Là, on arrive à un moment où certains doivent rembourser leurs prêts garantis par l'État post-Covid. Ça crée aussi des moments un peu où les difficultés se cristallisent. Et puis on verra les faire changer. Changer le panel de transporteurs n'est pas forcément qu'il va faire le tarif, c'est aussi, comme on l'a vu, par rapport à des petits problèmes de qualité, l'occasion peut-être aussi de challenger sur la partie en tout cas qualitative, mais ça, Denis nous confirmera tout à l'heure. Sur la partie profil, donc là il y avait une question sur la partie relative aux transporteurs non résidents. Alors là peut-être encore en fonction de la circonstance, selon qu'on fait du transport national ou international, vraiment que le raisonnement n'est pas tout à fait le même. Oui, c'est vrai, on ne fait pas forcément la distinction nationale et internationale dans ces réponses. Mais ça vient vraiment compléter ce que vient de dire Valérie, c'est-à-dire qu'on a regardé un petit peu, et on regarde chaque année, l'évolution de la part des transporteurs, soit français, soit étrangers, dans les portefeuilles. En ce qui concerne à droite les transporteurs étrangers, vous voyez que finalement, la part des chargeurs qui ont augmenté la part des transporteurs étrangers, elle reste toujours la même, 5-6%, et c'est assez marginal finalement. Ce qui remonte en 2024, c'est plutôt le nombre de chargeurs qui a augmenté la part des transporteurs français dans leur portefeuille. On revient au niveau de 2021-2022. Et ça, pour moi, ça nous dit trois choses. Alors déjà, ça confirme qu'il y a de la capacité disponible chez les transporteurs français, malheureusement, pour les transporteurs. Ensuite, ça nous dit que peut-être qu'effectivement, compte tenu des cahiers des charges de plus en plus exigeants des chargeurs, ils préfèrent se tourner vers les Français pour un certain nombre de prestations. Et puis, ça nous dit sûrement une troisième chose concernant le contexte plus européen du transport. Outre, je passe sur le paquet routier, ses complexités, ses contraintes pour le cabotage et la circulation des transporteurs étrangers. Je vais surtout retenir qu'il y a parmi les gros pays pourvoyeurs de transport routier en Europe, je pense à l'Espagne, à la Pologne par exemple,
La CPI, ils vont plutôt pas si mal aujourd'hui, hein, compte tenu des circonstances comparées à des pays comme la France ou l'Allemagne. Et dans ces conditions, ils ont tendance à faire de la rétention de ressources transport sur leur marché domestique. On va aussi moins les trouver en France. On le voit d'ailleurs dans les analyses du CNR sur le pavillon européen, où on voit que le transport routier polonais est de plus en plus tourné sur du marché national. C'est pas encore spectaculaire, mais c'est effectivement plutôt en hausse. Voilà sur la partie panel. Critères de sélection des transporteurs, on va retrouver un petit peu déjà les items classiques. Bon, 2024 est quand même une année assez intéressante au niveau, alors non pas du classement, mais je crois de la partie évolution. Oui, tout à fait. Alors, le classique, c'est le triptyque tarif, qualité de service, engagement capacitaire, qui est toujours dans le trio de tête des critères de sélection. On voit néanmoins cette année avec la pente descendante que ces critères perdent en importance par rapport à d'autres qui progressent plus ou moins de façon importante. Alors la RSE, vous voyez la courbe bleue, continue son bonhomme de chemin en croissant régulièrement d'année en année, ce qui est quand même un signal rassurant, encourageant. En revanche, cette année, la politique RSE est dépassée par l'étendue de l'offre de services qui fait un bond, qui est bien le quatrième critère. Et vous voyez aussi que la politique d'innovation fait un bond en 2024. Ça traduit pour nous vraiment le fait que les chargeurs cherchent de plus en plus des offres complètes de leurs prestataires, cherchent à être accompagnés sur tous les aspects, de fortes attentes en matière de décarbonation, de digitalisation, et que du coup ils sont amenés, comme on l'a vu juste avant, à aussi peut-être chercher du sourcing auprès de nouveaux prestataires qui sont capables de fournir tout ça. Et l'innovation, donc on le voit sur la slide précédente, puis on l'a vu sur la partie qualité demandée aux transporteurs, effectivement peut-être demander aux transporteurs d'être un peu plus en innovation. Là encore, quelle est un petit peu la perception des chargeurs sur la politique d'innovation de leurs transporteurs? Puisqu'on a vu effectivement l'étendue de l'offre de service couvre évidemment derrière la capacité à être un peu innovant, non pas sur le plan technologique, mais aussi sur la recherche de nouvelles solutions, de nouveaux schémas de transport. Oui, ici aussi, ça traduit une attente très forte, sans doute une difficulté pour les transporteurs à innover pour certains parce qu'ils sont préoccupés par des questions de maintenir ou de restaurer leur rentabilité à court terme, donc vraiment l'objectif de tenue de prix et de répondre à la qualité de service à la base que demandent les chargeurs. Donc tous ne sont pas en capacité d'innover. Sans doute il y a des positionnements stratégiques aussi différents selon les acteurs et donc ça ferait, je pense, le contraste sur le paysage. Denis, vous avez retrouvé un petit peu dans ce schéma sur les critères de choix des transporteurs et la partie innovation? Oui, avec des pondérations différentes, mais c'est vrai que pour nous l'innovation c'est dans les solutions de report modal, de décarbonation et également tout ce qui touche à la digitalisation. Pour parler que de ce dernier point, on s'intéresse beaucoup à leur capacité à échanger de l'information, aussi bien à recevoir qu'à nous renvoyer également l'info. On travaille avec Transport Rayon comme plateforme d'échange. Et ce sur quoi on s'attache beaucoup, c'est que ce soit des parcs propres ou des sous-traitants, avoir la même capacité à envoyer l'information fiable, si possible en temps réel, mais au moins harmonisée entre le parc propre et la sous-traitance. Et souvent, c'est un challenge très important pour les transporteurs, sur lesquels on s'était assis jusqu'à présent et qui devient de plus en plus indispensable et incontournable pour travailler avec nous. D'accord, d'autant que vous, industriels, vous avez des clients qui sont très exigeants sur les qualités de service. Ils ne sont pas là pour dire au-delà sur les pénalités logistiques, mais évidemment, c'est un impact majeur. Et ça implique évidemment aux transporteurs d'être assez réactifs sur ce type de... On va conclure par quelques sujets d'actualité. On va aller assez rapidement pour avoir quelques questions. Quels sont les enjeux prioritaires, effectivement? Alors ça c'est pour les chargeurs, quels sont les enjeux prioritaires pour les chargeurs? Alexandre, que les thèmes qu'on a déjà vu passer. Oui, alors pour les chargeurs en 2025, les enjeux prioritaires restent les mêmes, en tout cas en ce qui concerne les deux premiers, qualité-coût, et c'est chaque année, ils sortent tous les ans dans le même ordre. Donc qualité-coût, ça reste évidemment les priorités. Ce qui s'est passé cette année, c'est quand même intéressant, c'est-à-dire qu'historiquement, c'est le RSE qui occupe la troisième place du podium en termes de priorité des enjeux. Et cette année, l'enjeu de résilience et d'agilité qu'on propose toujours dans l'enquête a fait un grand bond en avant. Vous le voyez, le troisième ici, a fait un grand bond en avant. Et ça fait un petit peu écho à ce que disait
moi tout à l'heure, à savoir qu'il y a une vraie période d'incertitude et qu'aujourd'hui, ça devient extrêmement important pour les chargeurs d'avoir des solutions qui apportent de la souplesse, de la flexibilité opérationnelle. Oui, parce qu'on voit bien que d'une semaine à l'autre, d'un mois à l'autre, les volumes varient, baissent. Tu passes du simple au double, passe du simple au triple. On peut avoir un commerce international une activité qui s'interrompt du jour au lendemain. Je crois que vous vivez les effets de saisonnalité qui sont aujourd'hui. Quand tu reproduis un peu moins, quand tu mouchoirs en papier plutôt l'hiver. Puis alors, la deuxième chose qu'on voit, c'est la transformation digitale qui, elle, fait le même mouvement mais en arrière. Donc c'est un sujet qui est un petit peu, on le sent, dépriorisé. C'est paradoxal parce qu'on demande de l'innovation et voilà. Donc c'est sûr qu'intuitivement on aurait pu croire que ce serait utile pour gagner en résilience et en agilité. Moi je le vois plutôt comme un recentrage sur les enjeux du court terme. C'est plutôt ça ma lecture. Et alors, on pose également la question quels sont les leviers que vous pensez mettre en œuvre en 2025 pour répondre à ces enjeux qualité, coût, résilience et RSE. Alors, pas de grand chamboulement dans le classement. Le premier, toujours de loin, c'est le renforcement de la relation avec les prestataires. On fait partie de la même équipe entre chargeurs et transporteurs. Il est quand même un petit peu en retrait cette année, ce levier. Peut-être à mettre en parallèle avec le quatrième, qui serait l'élargissement du sourcing de prestataires. Parce qu'on a vu que les prestataires, les chargeurs pouvaient chercher aussi des solutions différentes, nouvelles, plus qualitatives. Le digital est en retrait, donc c'est assez cohérent, il n'y a pas de surprise de ce côté-là. Puis on voit apparaître des leviers qui prennent de l'importance, des leviers un peu structurants comme la réorganisation du transport en interne, comme le travail sur les réseaux logistiques, des choses un petit peu plus structurantes que d'habitude. Denis, chez City, à peu près la priorité. Ça peut paraître paradoxal, mais chez nous, c'est renforcer la relation, élargir le sourcing, mais simultanément, surtout. On réalise des appels d'offres fréquemment, à l'international tous les ans, en domestique tous les 2-3 ans. Et pourtant, on a un panel de fournisseurs qui est relativement stable. Et on utilise des appels d'offres pour approfondir les discussions, les échanges. Ce n'est pas uniquement pour squeezer le fournisseur et baisser les prix, c'est vraiment un échange qui vise à chercher des solutions communes et à construire, parce qu'on a en général une coopération sur le long terme. Voilà, et puis dernière question, alors qui était un peu connexe, mais on entend sur la CSRD, rappelez peut-être ce qu'est la CSRD, donc on n'est pas forcément dans la salle. Effectivement, c'était une question d'actualité sur cette directive européenne qui va obliger les entreprises à du reporting sur leur engagement RSE. Et là, oui, la première question qu'on posait, c'est tout soumis à la CSRD. Ce qui est très frappant, c'est qu'en fait, on a presque la moitié des répondants qui disent je ne sais pas. Alors, il y a plusieurs explications à ça, soit la réglementation européenne, les modalités d'application de la réglementation européenne ne sont pas encore complètement claires, c'est un fait. Et donc, voilà, certains ne savent pas encore si on va être sollicité. Par ailleurs, on pense aussi que les chargeurs sont beaucoup focalisés sur leurs préoccupations du moment immédiat, opérationnel, gérer les coûts, mettre en place des projets, réussir à finaliser des projets. Et l'obligation de reporting, ça leur passe un petit peu pour l'instant. On peut que les encourager à s'en préoccuper. Et puis un petit message encourageant toutefois, c'est que parmi ceux qui se disent être soumis à la CSRD, on a quand même 2 tiers qui indiquent qu'ils sont prêts à y répondre en termes de reporting, donc ça veut dire avec les solutions digitales, les données qui vont bien. Donc ça c'est quand même rassurant. D'accord, beau travail d'accompagnement à faire pour la UTF dans les années qui viennent. Voilà. Allez, rapidement une petite conclusion, pour qu'on puisse quand même passer un peu la parole s'il y a 2-3 questions derrière. Oui, Alexandre. Oui, alors pour inaugurer, vous avez compris, l'année aura été difficile pour les chargeurs, difficile pour les transporteurs évidemment, parce que dû à la faiblesse de la demande essentiellement. Moi, ce que je peux dire et ce qui me frappe, c'est que j'ai l'impression d'assister au grand retour du dilemme des chargeurs qui doivent arbitrer finalement entre les nécessités de court terme, notamment les coûts,
comment maîtriser ses coûts quand la demande baisse, le chiffre d'affaires baisse. Et puis les besoins d'investissement à plus ou moyen long terme dans la relation avec les transporteurs, dans la digitalisation, dans la décarbonation. Et voilà, ce dilemme on l'a déjà vu, il est pas simple à résoudre. Valérie, un petit commentaire, et puis pour conclure. Oui, effectivement, on parlait de jeu collectif tout à l'heure. Si souvent les transporteurs ont besoin d'être accompagnés par les chargeurs pour se transformer, se décarboner, etc. Là, on voit aussi des messages de travers de paramètres, c'est que les chargeurs attendent aussi beaucoup des transporteurs en matière d'évolution de l'offre, d'innover, voilà, tout ça pour faire face aux enjeux du numérique, de la décarbonation et puis du handicap, comme c'était aussi tout à l'heure. Donc avec le souci aussi, c'est quand même d'accompagner ces prestataires de transport, et ne pas faire les erreurs qui ont été commises il y a 20-30 ans. Effectivement, on a des cycles de haut et des cycles de bas. Et effectivement, il faut accompagner les transporteurs dans les cycles de baisse pour pouvoir compter sur eux lorsque démarre un jour se retourne. On a dit tout à l'heure qu'on se focalisait principalement sur les coûts et les services. C'est le cas pour nous également, mais ce qu'on voit, c'est que ces derniers mois, ce qui a plus impacté les coûts et notre taux de service client, c'est le climat. Si je prends ce qui s'est passé en octobre, inondation en Pologne, on a mis des semaines à s'en relever. Puis il y a eu les inondations de Valence, pareil. Et après, nos collègues aux États-Unis ont eu des tempêtes en Floride et quelques semaines plus tard, des incendies californiens. Et quand on regarde bien l'impact concret sur nos coûts et notre taux de service client, c'est là qu'on le trouve. C'est là qu'on a les plus grosses variations. Donc, on veut travailler sur nos coûts, sur le taux de service, mais pour ça, donc, on doit travailler d'une part sur notre résilience et impacter également positivement la décarbonation. Merci, merci Valérie, merci Alexandre, merci Denis. Alors, est-ce que vous avez une ou deux questions dans la salle? Non? Personne n'en poser? Si? Non? Oui? Ah, on y arrive. Ça va pas l'air beaucoup bien. Bonjour, je suis Pascal Sicogépa, de l'entrepreneur à Transformance Coopers. Je propose de transporter des téléchargeurs sur le moyen de mettre en place l'innovation de la traçabilité des véhicules qui transportent des marchandises. Moyen mis en place par les transporteurs pour la traçabilité des véhicules. Est-ce que c'est un enjeu important pour nous? Tout ça, je résume à peu près sur la partie traçabilité des véhicules. Okay. Nous, on veut tracer les livraisons, donc peu importe qu'on trace la remorque, le conteneur ou le tracteur, les solutions sont multiples, mais en tout cas on y accorde beaucoup d'importance parce que de plus en plus nos clients attendent une information sur les canaux de livraison qu'on rencontre. Donc on cherche des solutions intégrées, on utilise le travail transport et on utilise un modèle de traçabilité de cet acteur-là de manière à collecter des informations de la part de nos transporteurs. Il y a différentes options, hein, soit vous interfacez par EDI, soit vous interfacez par une plateforme qui vous sert de courant d'échange. Voilà. Je vous pose une question connexe. Il y a aujourd'hui un outil qui s'appelle la ICNR, qui est quasiment pas utilisé. Alors c'est un outil qui pourrait répondre à pas mal de questions de remontée d'informations, d'explications, parce que cette faiblesse de l'utilisation de la ICNR. Il y a une conférence là-dessus demain. D'accord. Je vais mieux comprendre. Mais l'idée, c'est bien comprendre comment ça marche et quels sont les contextes où on peut le mettre en place sans qu'il y ait trop de contraintes matérielles. Voilà. Donc, je pense qu'il faut le tester dans des configurations où, mettons, c'est la même entreprise au bout de la chaîne. Déjà, c'est une bonne manière de tester le ICNR. Ok, une autre question? Non? 1, 2, 3, adjugé. Merci. Donc je pense que vous aurez alors l'étude de la présentation sera mise en ligne, disponible rapidement. Et l'étude complète avec les commentaires sera accessible comment, Alexandre, Valérie? Ça sera sur nos deux sites internet plutôt fin avril. D'accord. Ok. On vous remercie.